Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Vos Animaux. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Alors aujourd'hui au programme, faut-il laisser sortir son chat? Le chat d'intérieur est presque devenu une catégorie à part entière. Pourtant, un chat a-t-il besoin d'aller dehors? C'est la question que nous allons poser à notre éducatrice Sandy Decorsia qui essaiera de nous donner des explications assez précises pour résoudre cette question. Côté vie sauvage, notre séquence à l'état sauvage s'intéresse aujourd'hui au koala. Malgré son formidable capital sympathie, le koala vient d'intégrer la liste des animaux en danger en Australie, le seul pays dans lequel il est présent à l'état sauvage. On vous donnera là encore beaucoup d'explications sur cette espèce que nous aimons tous. Enfin, si vous souhaitez accueillir un âne, restez avec nous car dans la dernière partie de cette émission, nous vous donnerons des conseils pratiques en compagnie de Sandrine Lemaire qui est ânière. Et oui, c'est le nom de ceux qui sont professionnels des ânes. Et cette émission est réalisée aujourd'hui par Bastien Malric. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes. À tout de suite. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio Vos Animaux et vous. Et ce matin, dans Vos Animaux et vous, une question presque existentielle. Un chat est-il fait pour vivre dedans ou dehors? C'est la question que je vais poser tout de suite à Sandy Decorsia. Bonjour Sandy. Bonjour. Merci infiniment Sandy d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio. Vous êtes éducatrice, éducateur pour chats, directrice générale d'Éducateurs France. Alors le chat, on le sait, est l'animal préféré des Français. Il y a quoi? Un peu plus de 15 millions de chats en France, c'est bien ça? À peu près à l'heure actuelle, oui, tout à fait. Et beaucoup d'entre eux ont accès à l'extérieur, mais pas tous. Certains chats ne mettent jamais le bout de leur nez dehors. On aimerait avoir votre avis, Sandy. Est-ce que le chat est fait pour vivre en intérieur? Est-ce qu'il est capable de s'adapter à une vie totalement à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison? Ou est-ce qu'au contraire, pour son bien-être physique, mental, il a besoin d'aller dehors? Et si oui, dans quelles conditions? Alors, beaucoup de questions évidemment d'un seul coup et on va aborder tout cela en détail. Mais peut-être d'un point de vue tout simplement réglementaire, est-ce qu'il est normal de laisser un chat en intérieur? Alors au niveau de la législation, il n'y a pas de loi en soi pour interdire de faire sortir son chat, mais la loi dit quand même qu'un chat, je ne sais plus exactement à combien de mètres des habitations, il me semble que c'est à peu près à 200 mètres des habitations, est considéré comme errant et pourrait potentiellement être ramassé par la fourrière, même s'il nous appartient à nous propriétaires. Oui, je crois que c'est à plus de 1000 mètres en fait, de la maison de son propriétaire. S'il divague au-delà de 1000 mètres, il est considéré comme errant. Bon, malgré tout, on a quand même le sentiment que le chat est fait pour vivre dehors. Mais c'est vrai qu'à la base, le chat, de sa provenance, on va dire, historique, est un animal qui est bien sûr fait pour chasser dehors et qui aime être dehors, qui aime surtout des activités. Donc, bien évidemment, ce serait fou de nier qu'il est heureux, qu'il ne serait pas heureux quand il est dehors. Donc, on a tendance à dire qu'un chat devrait avoir accès à l'extérieur pour être heureux. Tous les chats, toutes les races de chats, où est-ce qu'on a réussi à développer pour notre confort personnel, à nous, êtres humains, des races avec des tempéraments plus adaptés à une vie strictement intérieure? C'est exactement comme vous le dites, c'est adapté, c'est-à-dire que maintenant, par rapport à l'élevage, par rapport à certaines races de chats qui ont vu le jour, certaines races ne sont peut-être pas autant aptes à aller dehors et à survivre, surtout dehors, et à pas être embêtés par différents dangers par rapport au chat, on va dire, le chat domestique classique, notre bon européen qui lui passe un petit peu sa journée dehors. Donc, aujourd'hui, j'ai tendance à dire que certaines races, peut-être qu'il est mieux de les avoir à l'intérieur. Et c'est très important, le terme adapté. C'est qu'avec le temps, on a su faire des chats qui peuvent être heureux en intérieur. Et il faut surtout mettre les moyens en œuvre pour qu'ils soient heureux en intérieur, tout simplement. Alors évidemment, et c'est là pleinement votre rôle d'éducatrice, vous allez nous expliquer ce que l'on doit proposer comme activité à nos chats qui vivent strictement en intérieur pour compenser justement le fait qu'ils n'aillent pas dehors.
Alors, il y a plein de choses à faire. Déjà, même si on vit en appartement, rien n'empêche de protéger ses fenêtres avec des filets de protection pour chat. Ça existe, c'est extrêmement sécuritaire et on peut donc laisser sa fenêtre ouverte avec son chat qui va respirer l'air dehors sans risque parce que c'est hyper important de protéger parce que là, la les fenêtre. beaux jours arrivent, forcément, on ouvre les fenêtres en grand et il y a beaucoup de chats qui tombent par la fenêtre. Tout à fait. C'est malheureusement un des accidents les plus communs et on a tous le même ressenti en tant que propriétaire de chat, c'est qu'on dit toujours oui, mais il n'était jamais tombé avant et puis il a de l'équilibre. Ça veut rien dire. Un accident, c'est un accident, ça peut arriver. Donc nous, on est partisans d'insister énormément sur la protection des balcons, des fenêtres, même qu'on soit au premier étage ou au dernier, peu importe. C'est extrêmement important. Oui, parce que contrairement à ce que l'on pense, parfois le chat ne retombe pas toujours sur ses pattes. Il peut y avoir vraiment de graves accidents jusqu'à la mort de l'animal lorsqu'ils sont défenestrés tout simplement. Donc, premièrement, quand on a un chat en appartement, en étage, même à partir du premier étage, on sécurise, on l'a bien compris, toutes les ouvertures finalement de la maison pour éviter qu'il ne tombe. Après, il y a des aménagements qui sont à prévoir, j'imagine, à l'intérieur, parce que autant un chat qui a accès à un jardin, il va trouver à s'occuper tout seul, mais quand le chat est enfermé dans un appartement ou dans une maison, il faut quand même lui proposer des choses à faire au cours de sa journée. Tout à fait, il ne faut pas qu'il s'ennuie et c'est malheureusement quelque chose qui est fréquent et courant, que nous on voit beaucoup dans notre pratique professionnelle. Donc il faut aménager et enrichir en fait le lieu de vie du chat. Donc pour ça, on va par exemple lui proposer ce qu'on appelle des arbres à chat pour agrémenter de hauteurs différentes son intérieur, comme s'il avait accès à des arbres en plein extérieur. On peut également mettre des griffoirs à des places stratégiques pour qu'il puisse déposer des petites molécules et faire ses griffes à des endroits qu'il a envie. On peut également mettre en place des jeux, des gamelles ludiques également qui lui permettent de se nourrir en faisant un petit effort, comme il se ferait dans la nature où il va chasser un petit peu sa nourriture. Donc ça peut être mis en place en intérieur. D'accord. Quand vous parlez de place stratégique pour les griffoirs, c'est quoi une place stratégique ? Alors généralement, les études nous montrent que les chats font leurs griffes dans des lieux de passage. C'est-à-dire que si on met notre griffoir au fin fond du salon, là où il est bien caché parce qu'il n'est pas très joli, votre chat va c'est vrai que c'est pas le plus bel l'ignorer. objet qu'on puisse trouver quand même. Il faut être honnête, même s'il y a eu un peu de progrès là-dessus, ça reste quand même assez moche. Voilà, c'est pas toujours design. Et puis plus il est abîmé, moins il est joli, c'est vrai. Donc il ne faut pas hésiter à le changer, voire même à en faire soi-même. On peut les fabriquer soi-même si on a les lames bricoleurs. Mais la place joue énormément. Les chats font pas leurs griffes sur les canapés juste pour le plaisir du canapé. C'est vraiment. Des fois, je me demande, quand je vois le mien faire, j'ai l'impression qu'il fait ses griffes quand il a envie que je lui donne à manger, là, parce qu'il sait que ça va me faire réagir, que ça va m'énerver. Mais c'est aussi un point que vous soulevez qui est extrêmement qui est vrai, puisque le chat peut également faire ses griffes pour attirer l'attention si c'est un endroit qui attire notre attention. C'est sûr, ça marche. Pourtant, je pense à vous à chaque fois, Sandy. Je me dis, non, il ne faut pas réagir, car je vais me lever, aller lui donner à manger. Mais c'est dur. Et donc, il va recommencer. Mais je pense à ce pauvre canapé qui perd des petits morceaux à chaque fois. Donc, bon. Alors, la place stratégique du griffoir, ça fait beaucoup rire à Bastien, je ne sais pas pourquoi. Il imagine certainement mon canapé en lambeaux. C'est pas encore le cas, Bastien, mais je pense que d'ici quelques mois, on en sera là. La place stratégique du griffoir, on l'a bien compris, c'est dans un lieu de passage. Il faut prévoir des endroits en hauteur, vous le disiez, et puis aussi des jouets, j'imagine, pour qu'il s'occupe, ce petit minou à l'intérieur. Absolument, donc des petits jouets solitaires, et ça il y en a plein, des balles, des souris, on peut les fabriquer soi-même, donc des petites choses qu'il va aimer pour jouer seul quand on n'est pas là, mais évidemment ça ne doit pas remplacer le jeu qu'on va faire avec lui, parce que les chats s'éclatent beaucoup plus quand on joue avec eux, avec par exemple des plumeaux, des bâtons avec un petit insecte au bout, pour faire bouger en fait le jouet. C'est ça qui est intéressant, parce qu'une balle, quand on la pousse vers la gauche, elle va vers la gauche, quand on la pousse vers la droite, elle va vers la droite, c'est pas une chasse extrêmement folle. Oui, on s'en lasse assez vite. Voilà. Alors, vous expliquez justement tout cela pour éviter que notre chat s'ennuie, mais comment peut-on déceler des signes d'ennui ?
de plein de façons différentes, et ça c'est vrai que c'est notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'il y a plein de formes d'ennui chez le chat. Il va l'exprimer en faisant ce que nous humains on considère souvent comme une bêtise. Par exemple, un chat qui va détruire en mastiquant des fils électriques ou des objets, des meubles, un chat qui va même parfois uriner en dehors de la litière, ça peut être un signe qu'il fait de l'anxiété qui est due en partie à de l'ennui. Ça peut être vraiment plein de petites choses que nous on considère comme un chat qui fait des choses pas bien, alors qu'en fait c'est juste un message pour dire oui, mais je suis pas 100% épanouie chez moi, il me manque des choses. Et est-ce qu'on considère qu'il y a un nombre de mètres carrés requis quand on a un chat qui ne sort pas du tout? Est-ce qu'il est capable de vivre dans un studio par exemple? Il en est capable si on rend le studio je dis bien capable en étant bien évidemment, hein. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il va falloir faire des aménagements, parce qu'il peut vivre dans une immense maison et s'ennuyer fermement, tout comme il peut vivre dans un tout petit studio où il y a des plateformes, des arbres à chat, des hauteurs, des jeux, quelqu'un qui s'en occupe, qui interagit avec lui et être le plus heureux du monde. Donc il ne faut pas forcément se fier à un esprit que nous, humains, on va considérer comme là c'est petit donc je vais m'ennuyer. C'est un petit peu différent. Moi je trouve qu'on l'a bien vu. Avec le confinement, il y a 2 ans, oui. Les gens avaient beau avoir des fois un grand appartement, et c'était les premiers à dire oui, mais je m'ennuie. Et pourquoi ? Parce qu'on manquait d'interaction, d'activités réelles, de choses à faire. Et donc, on s'est un peu retrouvé dans la peau d'un chat pendant 2 ans, à se dire mince, j'ai le droit de faire plein de choses, mais je m'ennuie. On va donner la parole à notre première auditrice qui s'appelle Claudine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Natacha. Vous nous appelez de Niort, je crois, et vous avez 4 chats. C'est ça. Bon, 4. Racontez-nous comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont dehors, vos chats ? Alors, la maman qui ne peut plus voir 2 des 3 autres chats squattent dans ma chambre. Quand vous dites plus voir, c'est qu'ils s'entendent plus ? Ah dès qu'elle les voit, elle grogne, elle siffle. D'accord. Et puis elle retourne dans sa chambre. Ok. Sa chambre, voilà. on a bien compris la précision importante. Voilà, c'est ça. Et par contre, alors elle sort le soir parce qu'elle est très très peureuse. Donc comme il y a des voisins, elle attend que tout le monde soit rentré. Et puis là après elle sort à la nuit. Et donc elle va faire son tour jusqu'à temps que j'aille me coucher parce qu'après c'est gros câlin. Et puis alors les 3 autres sortaient jusqu'à il y a quelques semaines là. Et puis Rufus, qui est le plus âgé des 2 du frère et de la sœur, donc les enfants de Mini. Oui. A dû tomber dans la rivière, je pense, parce qu'un matin il est rentré, il était tout trempé, enfin c'était et je me suis pas rendu compte tout de suite. Et après il a vomi, il y avait une boule de poils, donc ça n'a pas aidé. Il a fait un genre de gastrite, donc j'ai été obligée de faire très attention à ce qu'ils boivent, d'autres choses à manger, enfin donc j'ai réussi à le tirer de là. Et il est ressorti. Alors donc quand il a été guéri, je l'ai fait ressortir et en fait il a recommencé après. Enfin, il a été à nouveau pas bien. D'accord. Donc depuis je l'ai fait plus sortir. Puis comme il y en a pas, comme ils sont tous les jours tous les 3. Donc, s'il n'y en a pas un qui sort, les autres ne sortent pas non plus, quoi. Et du coup, la maman là qui s'appelle Mimi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mini, pardon, ou Mimi, je n'ai pas bien compris. Mini. Mini. On l'appelle Mini, c'est pour les intimes. D'accord. Voilà. Donc Mini pour les intimes. Voilà. Comment elle voit la chose ? Parce qu'elle était peut-être un peu tranquille quand les autres étaient dehors et maintenant tout le monde est à la maison. De toute façon, à partir du moment où elle a décidé qu'elle ne voulait plus les voir, qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas, disons que moi j'avais fait des horaires d'ouverture, enfin des horaires de sortie. Donc, c'est-à-dire que quand elle sortait, les autres ne sortaient pas, et quand les autres sortaient, elle ne sortait pas. D'accord, chacun son tour. C'est ça, parce que elle a chassé, elle avait déjà eu une portée, mais elle les a chassés. Les autres. Donc, parce qu'elle est très possessive, donc je lui appartiens, et donc elle a du mal à supporter de me partager avec les autres, quoi. Donc du coup, elle a son territoire à elle, personne ne vient sur son territoire.
Elle récupère mes mères la nuit, donc elle peut faire les câlins qu'elle veut. Mais mère, c'est vous, en fait, c'est Oui, ça? non, D'accord. non, mais c'est un peu ça, en fait. Et les autres, ils m'ont la journée, quoi. Voilà. Oui, donc tout le monde y trouve son compte. Donc finalement, vous avez une solution mixte avec Mini qui sort pas trop, bon, quand elle a envie, mais pas très souvent, et les autres qui auraient plutôt tendance à sortir. Vous avez l'impression que ce système fonctionne bien, que ça les rend heureux comme ça? Là, c'est vrai que Rufus, comme je ne peux pas le castrer parce que financièrement, j'ai pas trop les moyens. Ah, donc, mais ce serait bien, ça coûte pas très cher, vous savez, une castration quand même. Oui, Hein. 70 € quand même. Puis il y a des dispensaires. Chez nous, pas trop, quoi. Donc, j'en connais pas. Parce que sinon, le risque, c'est quand même la reproduction des chats. Et Dieu sait que le nombre de chats... Non, les femelles prennent la pilule, hein, de toute façon. Oui, les vôtres, mais à l'extérieur. Là, en ce moment, ils ne sortent pas. Donc, de toute façon, le problème ne se pose pas. Mais c'est que j'ai peur qu'ils ne reviennent pas, quoi, si s'en va à un moment donné. Puis la pilule, vous savez, c'est pas très bon quand même pour les chats. Je sais, je pourrais faire autrement, croyez bien que je le ferais. Et je ne peux pas. Donc, malgré toute la meilleure volonté que je peux avoir, j'ai 900 € par mois, j'en ai la validité, je comprends. J'ai un loyer. Mais peut-être qu'une association pourrait vous aider à les stériliser. Il y a beaucoup d'associations quand même qui aident les gens qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. En fait, pas, quoi, c'est ça. Donc, voilà, alors je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que peut-être qu'il y avait quelque chose. Finalement, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, D'accord. Et puis, je sors très, très peu parce que l'essence vaut très cher, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, tout est calculé au millimètre. Tant qu'ils ont à manger, qu'ils arrivent à m'en aider. Bon, en tout cas, vous avez trouvé la bonne solution pour qu'ils vivent heureux comme ça. Après, est-ce qu'ils sont vraiment complètement heureux du fait que ils peuvent pas sortir pour l'instant, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandy? On va demander l'avis de notre spécialiste du comportement des chats. De toute façon, ils ont quand même un accès extérieur, même si, comme Madame le dit, c'est à horaire plus ou moins fixe. Bon, ça convient. Après, c'est sûr que dans l'idéal, si on laisse sortir son chat, la chatière avec l'aller et venue quand le chat le décide, c'est l'idéal. Mais encore une fois, oui, il y a des risques. Et Madame le disait très bien, elle disait j'ai peur qu'ils reviennent pas. Ça, quand on laisse sortir son chat, évidemment, il y a autant de positifs que de négatifs. Tout comme quand on le laisse pas sortir, hein, c'est exactement la même chose. Oui. Donc oui, voilà, c'est un risque, mais quoi que vous fassiez, de toute façon, ça ne pourra pas changer. La seule chose, peut-être, c'est effectivement de travailler sur ce relationnel à l'intérieur, puisqu'on sent qu'il y a un petit souci de relationnel entre vos chats, avec Mini qui a un petit peu de difficulté à supporter ses amis, ce qui est classique. Donc si vous rendez l'intérieur très intéressant, très enrichissant, avec beaucoup de ressources à se partager, ça peut motiver un chat qui sort à rentrer quand même, à se dire j'ai quand même des trucs super cool à la maison. En tout cas, merci beaucoup Claudine pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Et puis bon courage, parce qu'on comprend bien qu'en ce moment la vie n'est pas facile pour beaucoup de Français. Et on le conçoit tout à fait. Je suis pas pire que d'autres. Je suis pas malheureuse non plus. Les chats pas trop non plus. Et puis ils ont à manger. Donc c'est l'important. C'est de cultiver son bonheur. Exactement. Voilà, on va donner la parole. Merci à vous Claudine. On va donner la parole à Christian maintenant. Bonjour Christian. Bonjour Natacha. Merci c'est beaucoup. Toujours un plaisir. Écoutez, plaisir partagé, Christian. Christian, vous avez une chatte, je crois, c'est ça? Voilà, qui s'appelle Neko. Neko, et elle sort, Neko. Ah oui, Neko, elle sort, elle demande à sortir. Alors, quelle que soit l'heure où je me lève, il faut lui donner ses croquettes. Donc, elle mange 2-3 croquettes, et puis elle va à la porte-fenêtre, elle demande à sortir. D'accord. Donc, elle sort 10 minutes, elle revient. Elle remange ses croquettes et elle redemande à sortir. Et puis après... Il faut peut-être installer une chatière, ce sera plus facile. Hein. Peut-être, oui. Et donc après, dans la journée, quand les portes-fenêtres sont ouvertes, elle sort, elle va, elle vient. Mais par contre, la nuit, elle n'est jamais dehors. D'accord. Elle n'est jamais dehors parce que vous l'enfermez la nuit? Non, si elle sort dehors, au moment où je sors mon... Ou c'est elle qui ne veut pas aller dehors? Quand elle sort le soir, parce que j'ai mis le chien dehors pour qu'il fasse ses derniers besoins, si jamais elle reste coincée dehors, elle vient gratter à la porte pour rentrer.
D'accord. On va marquer une courte pause et restez bien sûr avec nous, Christian, parce que j'aimerais avoir l'avis de Sandy Decorsia justement sur la gestion des chats qui vont dehors pour qu'on comprenne bien qu'à la fois c'est bon pour eux, mais en même temps il y a des risques et il faut peut-être apprendre à gérer au mieux ces risques-là. À tout de suite. D'accord. Oui. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio Vos Animaux et vous. Et ce matin, dans Vos Animaux et vous, un thème qui va intéresser tous ceux qui ont des chats, qui aiment les chats. Un chat est-il fait pour vivre en intérieur ou au contraire a-t-il absolument besoin d'aller dehors? Nous sommes toujours en compagnie de Christian, un auditeur fidèle de Sud Radio. Christian, oui. Vous, Neko, votre chatte, a l'habitude d'aller dehors. Elle vous réclame justement l'accès à l'extérieur. Et j'aimerais que notre éducatrice Sandy Decorsia nous explique quels sont les risques encourus par un chat qui va dehors et puis surtout comment on fait en sorte que ça se passe le mieux possible pour lui. Alors en termes de risques, il y en a effectivement plusieurs, parce je pense qu'on a tous idée des côtés positifs de l'extérieur, mais il ne faut jamais oublier les risques. Il me semble que les études ont montré que le risque numéro 1, malheureusement, c'est l'accident de la voie publique, donc avec une voiture, pour ceux qui ont justement des routes qui passent assez proches, tout simplement parce que les chats n'ont pas cette faculté de se dire je fais attention aux voitures, je regarde avant de traverser, et que s'ils ont peur d'une voiture qui arrive, l'instinct les pousse à aller vers chez eux. Bien même sûr. Si ça fait traverser la route. Donc c'est assez compliqué. Vous avez une route pas très loin de chez vous, Christian ? Alors moi je suis dans le centre-bourg, oui, sortie de la cour, mais elle ne va jamais sur la route. D'accord. Elle reste dans votre jardin ? Oui, elle reste autour du jardin. Bon, mais bien sûr, si on lui mettait une balise, on aurait peut-être des surprises. Oui, je pense. Mais... à mon avis, elle ne vous dit pas tout ce qu'elle fait. Non, parce que j'ai déjà vu des émissions à la télé où ils mettaient des balises sur les chats et on voyait le parcours des chats la nuit. Et c'était très surprenant pour les mettre. Oui, ils sont capables de beaucoup d'ingéniosité en la matière. Oui, tout à fait. Donc, Sandy, risque numéro 1, c'est l'accident de la voie publique. Il y a d'autres risques. Ensuite, vous avez les rencontres avec d'autres chats. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu, à dire avec un chat qui déjà est non stérilisé, ça peut avoir tendance à les attirer, à les gambader plus loin, et donc à rencontrer d'autres chats. Le problème de rencontrer d'autres chats, c'est que s'il y a bagarre, ça se passe pas toujours mal, mais s'il y a bagarre, après il peut y avoir des abcès, des maladies, et des maladies même graves. Et après, on en parlait aussi tout à l'heure avec le côté l'accident bête, le chat qui tombe dans une rivière, dans un trou. Combien on a d'histoires de gens où le chat est sorti et il s'est coincé dans une petite trappe, une cheminée, etc. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, Sandy, des GPS qu'on peut mettre sur les chats justement pour essayer de les retrouver quand ils disparaissent ? Alors c'est une excellente idée. Moi je suis complètement fan de l'idée, mais après sur le principe c'est pas si facile parce que les chats les perdent, parce que s'ils sont enfermés quelque part, évidemment le GPS ne capte plus, et inversement s'ils vont trop loin aussi. Donc c'est vrai que l'idée elle est très bonne, mais sur un chat elle est pas facile à appliquer. Le GPS. Donc on améliore la technologie. Voilà, il faudrait une micro-puce. On rêve tous de cette puce d'identification qui fait GPS en même temps et clair. Que le chat ne sent pas. Mais qu'est-ce qu'on se sentirait beaucoup plus rassuré finalement si ça pouvait... Mais en fait, on verra bien qu'avec le progrès, tout ça arrivera un jour, évidemment. En tout cas, merci Christian pour votre témoignage et puis une caresse à Neko, et merci pour votre fidélité sur l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors Neko, ça veut dire chat en japonais. Oui. Mais vous faites bien de le préciser, effectivement. Merci. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous aussi, Christian. Merci beaucoup. Natacha, au revoir. Sandy, si on a 3 idées à retenir sur le côté dedans, dehors pour nos chats, quelles sont les bonnes idées, les bonnes solutions pour eux ?
Si on a un chat et qu'on souhaite lui faire découvrir l'extérieur, déjà n'oubliez jamais qu'il est possible de lui apprendre le harnais et la laisse. Oui, c'est possible avec un chat. Il faut juste se rapprocher des gens qui savent vous apprendre ça. Il faut juste retenir aussi, voilà, des gens comme nous, effectivement. C'est notre boulot, c'est normal. On peut effectivement leur proposer des accès sécurisés également avec ce qu'on appelle des cassios, des sortes de petites volières. Des volières pour chats. D'accord. Donc comme ça, ils sont protégés. Et puis, faire attention en les protégeant par, je pense, quand même des vaccins et une stérilisation parce que quand même la santé est prioritaire si on les fait sortir. Mais c'est sûr qu'ils seront super heureux parce que dehors, c'est génial, il y a plein de choses à faire. Et à l'inverse, si on les garde à l'intérieur, eh bien, il faut leur offrir, comme je dis toujours, je cite la marque, il faut leur offrir Netflix à l'intérieur. Donc il faut être capable d'aménager et d'enrichir l'environnement. Pas le vrai Netflix, évidemment. Voilà, pas le vrai. C'est le Netflix pour chat, le Catflix. Donc des aménagements, de l'enrichissement, des jeux, s'occuper d'eux, leur offrir vraiment des choses qui existent pour eux et un environnement qui leur plaît. Parce que n'oubliez jamais qu'à l'extérieur, votre chat, il a le choix de tout. Il a le choix de là où il va faire ses besoins, de là où il va manger, de là où il va dormir. Donc plus il aura ça à l'intérieur, plus il sera heureux, tout simplement. Eh bien, merci infiniment Sandy pour vos précieux conseils. Et je pense que ce matin, vous avez éclairé beaucoup des auditeurs de Sud Radio qui se posent cette éternelle question. Est-ce que mon chat est fait pour aller dehors? Est-ce que je peux le laisser tout le temps à la maison ou est-ce qu'au contraire, en le mettant dehors, il ne risque pas de disparaître tout simplement? Merci, grâce à vous, on y voit beaucoup plus clair. Et puis Sandy, au fait, un bisou à William, votre petit garçon. Merci beaucoup, je lui transmets avec grand plaisir. Allez, merci à vous. Je dis ça parce que William a 4 mois, Sandy est une jeune maman et on sera heureuse de la revoir bientôt parmi nous et vous dans le studio de Sud Radio. Et tout de suite notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du koala. Le koala qui, en ce début d'année, est passé du statut d'animal vulnérable à statut d'animal en danger. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et c'est Mia Cernojevic qui est avec nous. Bonjour Mia. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être présente ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes chargée de campagne chez IFO, le Fonds international pour la protection des animaux. Votre association internationale intervient notamment en Australie où vivent les koalas. On le sait, vous êtes très présent sur le terrain auprès des animaux qui souffrent, des animaux en danger. Comment explique-t-on ce changement de statut pour le koala ? Oui, alors effectivement, il y a eu ce cadre, c'est vraiment dans le cadre de la législation nationale que le koala maintenant bénéficie de ce statut en danger. Et c'est vraiment pour ce qui concerne certaines populations de koalas, notamment du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud et du territoire de la capitale australienne. Qui sont les zones en fait qui avaient beaucoup souffert pendant les terribles incendies qui ont dévasté en fait le pays à la fin de l'année 2019 et début 2020. Oui, tout à fait. En fait, le changement, ça fait suite à une nomination conjointe qui était faite de la part d'IFO et d'autres ONG, suite à des rapports scientifiques qui ont effectivement révélé qu'il y avait une baisse vraiment dramatique de certaines de ces populations de koalas. Et en fait, ce que ça veut dire maintenant, ça veut dire que ça devrait maintenant lui accorder des protections accrues, permettre aux politiciens de se servir des lois pour empêcher ce qu'on appelle le défrichage des terres. Le listing devrait aussi mobiliser des fonds pour protéger l'espèce. Mais juste un point pour dire qu'il est important de comprendre que voilà, ces populations étaient déjà listées comme vulnérables depuis 2012. Et en fait, le listing est tout à fait une étape qui va dans la bonne direction, mais il ne suffit pas en soi pour empêcher l'espèce de se rapprocher de l'extinction. Puisque on en est vraiment là avec le koala aujourd'hui, on se dirige tout droit vers une extinction. Alors, c'est difficile de dire en termes de chiffres. En fait, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui de dire parce qu'en fait, ils sont très difficiles à repérer dans la nature. Ils sont répartis dans des zones très vastes. Mais ce qu'on sait, certainement, c'est qu'au début, au début du XXe siècle, on était à 10 millions de koalas. Aujourd'hui, on estime, on est autour de 100 000.
Ah oui, donc c'est quand même un déclin absolument considérable par rapport à cette espèce. Ce déclin, il s'explique comment, Mia? Parce que le koala, c'est pas une espèce qui est chassée, contrairement à beaucoup d'autres espèces qui sont en déclin. Donc, qu'est-ce qui fait que ces populations de koalas aujourd'hui ne trouvent plus leur place en Australie? Oui. Alors, les menaces principales sur les koalas aujourd'hui, on est vraiment sur la destruction et la fragmentation des habitats résultant du défrichement des terres et du développement excessif. Ça, c'est vraiment la plus grande menace. Et effectivement, ça les force à vivre en zone urbaine où il y a les chiens et les voitures qui constituent des risques mortels. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le changement climatique qui contribue aux menaces, avec de plus en plus de catastrophes naturelles qui sont liées à ça. Donc, ça peut être des sécheresses, des feux de brousse qu'on a vu récemment, les inondations et tout ça, ça a un impact sur leurs habitats. Et dernier point, c'est aussi des maladies qui font partie des menaces principales pour le koala aujourd'hui. C'est l'épidémie de chlamydia aujourd'hui qui effectivement a un impact important. Oui, aussi. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'est cette maladie? Oui, donc en fait, oui, c'est une maladie qui est sexuellement transmissible et ça fragilise leur système immunitaire et peut, entre autres, en fait, causer de l'infertilité. Et ça peut les rendre aussi aveugles et les tuer. Et en fait, on constate cette maladie de plus en plus suite à un stress extrême dû aux grandes chaleurs, dû aux sécheresses et aussi à la perte et à la fragmentation de l'habitat. Donc, en fait, AIFO est sur place pour venir en soutien des experts vétérinaires pour répondre rapidement à des cas quand on les constate, pour donner le plus de chances de survie à chaque individu. Puisque comme on est vraiment surtout avec les koalas, c'est vraiment chaque individu compte pour l'avenir de cette espèce. Oui, c'est toujours comme ça avec les espèces qui sont véritablement en danger. C'est vraiment un combat pour sauver chaque individu parce que chacun d'entre eux contribue finalement à la survie de l'espèce. Très concrètement, comment se manifeste la mise en œuvre de ce que vous faites sur le terrain pour qu'on comprenne comment on peut aider ces koalas sauvages? Tout à fait. Donc en fait, avec nos partenaires, nous apportons un secours d'urgence pour sauver, soigner et relâcher les individus quand il y a ces catastrophes naturelles. Et nous, avec nos partenaires, nous formons aussi des chiens de détection des koalas. En fait, les équipes ont été mises en place après les feux de brousse et nous avons l'exemple de notre chien Bear qui a, entre novembre 2019 et avril 2020, il a trouvé plus d'une centaine de koalas. Alors, faut peut-être expliquer à nos auditeurs de Sud Radio pourquoi on utilise un chien pour aller chercher les koalas, parce qu'on pourrait se dire on va les trouver assez simplement. Mais non, c'est pas si simple. Hein. Non, pas du tout. En fait, les koalas ils aiment bien se cacher et c'est vraiment tout en haut des arbres. Donc, en fait, c'est très, très difficile de les repérer pour nous avec l'œil humain. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les chiens qui sont vraiment dressés pour ça. Ils utilisent leur odorat pour repérer, en fait, déjà pour détecter la fourrure des koalas aussi lors d'éjection. Et en fait, l'intérêt, c'est de repérer les animaux qui ont besoin de soins pour les prendre en charge, c'est ça l'idée? Tout à fait. C'est de les repérer et de les prendre et les amener à les soigner. En fait, c'était le cas après les feux de brousse. Il avait beaucoup de koalas qui avaient besoin de ça. On a tous en tête justement ces images dramatiques de l'hiver 2019-2020 où des centaines, voire des milliers d'hectares sont partis en fumée en Australie où des animaux ont été calcinés. Quelles ont été les conséquences de ces feux de forêt? Parce que là, on commence à avoir le recul nécessaire aujourd'hui pour estimer les conséquences. Oui. Alors, sur les koalas, parce que les conséquences sont évidemment diverses et variées. Les koalas, en fait, déjà, ils étaient en voie d'extinction dans l'est de l'Australie. Et après, sont arrivés ces feux de brousse. Et en fait, il y avait de nombreuses populations importantes qui étaient directement sur la trajectoire des feux. Et on sait que ces populations ne peuvent pas se reconstituer sans de sérieux efforts de sauvetage sur le long terme. En fait, on a commissionné des rapports après ces feux de brousse et en fait on a vu que en fait les rapports ont montré qu'ils ont estimé que la population des koalas de Queensland s'est effondrée d'au moins 50% depuis 2001 et ça c'était du fait de la déforestation, de la sécheresse et des récents feux de brousse et en vrai pour Queensland en tout cas on sait qu'un minimum de 672
koalas ont péri. En ce qui concerne l'autre région qui était aussi fortement touchée, le Nouvelle-Galles du Sud, aussi, elle a perdu jusqu'à 62% de sa population depuis 2001. Et il y a une estimation prudente de 6382 koalas qui ont péri pendant cette saison des feux. Et ça représente effectivement 15% de sa population. Ouais, c'est colossal. Une dernière question, Mia. Le koala est un animal à fort capital sympathie. Alors, si des auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent ce matin ont envie de vous soutenir dans vos actions, comment peuvent-ils le faire ? Alors, nous avons tous un rôle à jouer. Vous pouvez visiter notre site ifo.org. Et déjà, IFO, ça s'écrit I-F-A-W. .org, oui, tout à fait. Et donc, vous pouvez avoir un impact concret en faisant un don pour planter des arbres, ce qu'on fait aussi comme nos actions, et aussi suivre nos actions. On fait souvent des pétitions qui visent le gouvernement australien. Et aussi, il ne faut pas oublier tout ce que vous pouvez faire pour réduire vos émissions carbone à titre personnel, et aussi appeler au gouvernement français pour des mesures fortes au niveau national et international pour lutter contre le changement climatique. Tout ça aura certainement un impact sur les pays comme Australie aussi. Eh bien, merci infiniment, Mia, d'être venue aujourd'hui nous parler de votre association IFO et en particulier des koalas. On va marquer à nouveau une courte pause et on se retrouve juste après pour parler des ânes et pour parler de notre question veto du jour. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Vous rêvez d'accueillir un âne à la maison, voire même plusieurs, car vous savez, les ânes n'aiment pas être seuls. Eh bien, restez avec nous, car d'ici quelques minutes, Sandrine Lemaire, ânière de profession, va venir nous parler de son animal préféré. Mais pour l'heure, c'est notre question veto. Sud Radio Vos Animaux, question veto. Et c'est Claude qui est avec nous. Bonjour Claude. Oui. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je vous écoute pour votre question, Claude. Voilà, alors nous avons une petite chatte qui s'appelle Bamina, qui a 10-11 ans, et de temps en temps, elle nous pose un peu quelques soucis. Voilà, de temps en temps, elle se met à... Elle mange et puis elle vomit presque aussitôt, et puis elle fait ça pendant plusieurs jours, et je vois qu'elle maigrit pas mal. Oui. Et après ça lui passe et elle se remplume, si j'ose dire. Et après ça revient. C'est un peu comme un peu cyclique, quoi. D'accord. Alors je me demandais qu'est-ce qui pouvait lui arriver. D'abord, plusieurs éléments de réponse à votre question, évidemment, sans avoir vu votre chatte. Donc c'est toujours compliqué d'avoir des réponses extrêmement précises. Mais souvent, vous le savez, les chats régurgitent des boules de poils. On a l'impression que c'est du vomissement, alors que ça n'en est pas réellement. C'est vraiment un phénomène qui est naturel. Donc peut-être que c'est cela. Il faudrait regarder de près, en fait, de quoi est constitué ce qu'elle rejette, pour s'assurer qu'il s'agit de vomissements, ou pour, au contraire, dire non, en fait, ce ne sont pas des vomissements, ce sont des boules de poils. Ça n'a pas du tout la même odeur ni le même aspect. S'il s'agit réellement de vomissements, c'est-à-dire d'aliments qui ressortent de son tube digestif après avoir été ingérés, là, on peut suspecter différentes choses. Elle peut souffrir d'une gastrite, par exemple, c'est-à-dire une inflammation de l'estomac. Elle peut avoir des problèmes de vers, auquel cas cela nécessiterait la mise en place d'un vermifuge. De toute façon, il faut vermifuger très régulièrement ces animaux. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez oublié de faire au fil des années. Vous voyez, donc il faut aller plus loin. La première chose à faire, c'est de vérifier ce qu'elle vomit. Et la deuxième, si vous avez quand même la forte suspicion qu'il s'agit d'un vrai vomissement, moi je vous conseillerais de ne pas laisser les choses en l'état, d'aller voir le vétérinaire qui va certainement vous donner un vermifuge et peut-être investiguer un peu plus pour voir s'il s'agit d'une gastrite ou d'un autre phénomène digestif qui provoque ces vomissements. Parce que dans tous les cas de figure, s'il s'agit d'un vomissement, c'est une vraie gêne pour elle, et puis vous décrivez quand même un état de santé qui se dégrade de manière régulière et ensuite elle reprend de l'embonpoint. Donc, elle a 11 ans, il ne faut pas laisser les choses en l'état. Et puis, le vétérinaire en profitera pour faire un bilan sanguin, pour voir aussi l'état des reins notamment, et du foie, parce que ça aussi, ça peut avoir des conséquences sur le tube digestif dans son ensemble et provoquer des vomissements si on a des troubles au niveau de ces organes-là. Donc, un petit bilan de santé complet s'impose, je crois, Claude. Oui, mais on va prendre rendez-vous chez son vétérinaire préféré.
Voilà, vous remercie beaucoup. je vous en prie, merci à vous, on vous souhaite un excellent week-end. Merci, vous aussi. Allez, maintenant c'est notre séquence, c'est votre histoire et on va parler de l'animal préféré de mon invité qui est aussi mon animal préféré, l'âne. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. J'ai le plaisir de recevoir ce matin sur l'antenne de Sud Radio Sandrine Lemaire qui est ânière. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Sandrine. Voilà maintenant plusieurs années, voire décennies que vous avez des ânes, que les ânes vous passionnent. Vous êtes ânière professionnelle, ça veut dire quoi concrètement ? Alors ça veut dire que mon métier c'est de travailler avec des ânes et que c'est ça qui me permet de gagner ma vie. Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Alors avec mes ânes je propose pas mal de choses, notamment de la randonnée. Oui. On peut partir se promener à pied avec un âne qui va porter vos sacs, vos affaires, éventuellement les jeunes enfants fatigués, mais les petits seulement. Je propose aussi la médiation avec les personnes en situation de handicap. L'âne est un très très bon, un animal qui est très très bien pour ça. Je travaille avec des écoles, des centres de loisirs, et puis je propose des animations de rue. Pour les rameaux, j'accompagnais à la messe des rameaux avec un âne. On accompagne des fois Saint-Nicolas aussi. Enfin voilà, je fais plein de choses avec mes ânes, plein de choses différentes et variées. L'âne est vraiment un animal extrêmement polyvalent. Pourquoi dites-vous qu'en médiation, il est parfait pour ça ? Ah, pourquoi l'âne est parfait en médiation ? Et sur plein d'autres sujets d'ailleurs, il est parfait. Pour c'est mon avis personnel, mais je suis sûre que vous le partagez. Oui, évidemment, sinon je ne travaillerais pas avec eux. Il est parfait pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est un animal extrêmement placide, extrêmement tranquille. Donc il n'a pas peur. Donc même si on a des personnes qui sont un peu mouvementées autour, il reste stoïque et zen très bien. Il est assez imposant, contrairement au lapin, au cochon d'Inde par exemple, donc c'est plus difficile de lui faire mal, même sans faire exprès. Des fois, des personnes qui ont des problèmes de coordination de mouvement peuvent involontairement faire mal à un animal. Par rapport au chien, il est plus doux, donc il n'y a pas de risque de morsure. Voilà, et puis on dit qu'il est absorbant, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus, lui faire des câlins, passer ses bras autour de son cou. Il a des grandes oreilles qui sont propices pour écouter les secrets qu'on pourrait avoir à lui dire. Enfin, voilà, il a vraiment toutes les qualités. Oui. Alors Sandrine, vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle « J'accueillerais bien un âne », c'est aux éditions Terre Vivante. Quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui nous écoutent ce matin sur l'antenne de Sud Radio et qui souhaiteraient accueillir un âne justement ? Alors déjà, c'est pas un âne, c'est deux. Oui. Ça, c'est le premier conseil. L'âne est un animal sociable, donc sauf s'il est dans votre jardin ou avec vous au quotidien, il préférera être avec un congénère parce que sinon il s'ennuie assez vite. Et quand il s'ennuie, il fait quand même pas mal de petites bêtises. Oui, parce que l'âne est un petit peu coquin. Oui, l'âne il est un peu facétieux parce qu'il est intelligent. Donc voilà, c'est un animal qui est intelligent, qui réfléchit et du coup il peut des fois nous tester, faire des petites bêtises, faire un petit peu d'ânerie. Quels sont les autres conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs ? Parce que peut-être que le risque majeur, c'est de vouloir s'occuper d'un âne comme on s'occuperait d'un cheval. Ouais, c'est pas du tout le même animal. L'âne, c'est vraiment le compagnon du marcheur. C'est un animal qui est plus proche de l'humain. Moi, je les compare souvent à des chiens. C'est-à-dire qu'il faut, mais un cheval aussi, il faut s'en occuper, il faut être présent. Oui, bien sûr. Les deux nécessitent de la présence. Après, c'est plus sur la façon d'être avec lui au quotidien, ce qui est très bien expliqué dans mon livre, sur comment fonctionner, comment agir avec un âne. En fait, la différence première, c'est que l'âne, il est territorial, contrairement au cheval qui est nomade. Donc l'âne va se poser sur un territoire, du coup va réfléchir, attaquer si besoin, s'il y a un danger, alors que le cheval, comme il est nomade, il est plus dans la fuite. Donc il peut avoir des réactions plus imprévisibles. D'accord, donc il faut apprendre aussi à connaître ce comportement spécifique de l'âne. Et en termes d'entretien quotidien, quels sont les besoins
les ânes? L'âne est un animal extrêmement rustique puisqu'il est originaire du désert du Sahara. C'est donc un animal qui se contente de peu. De foin, mais peu ne veut pas dire rien. Voilà, de foin, de paille. D'eau à volonté, quand même. En termes de nourriture, c'est pas énormément et surtout pas de granulés, pas de pommes, pas de pain, pas de choses comme ça, des branchages. Il est très frugal, mais par contre, effectivement, il nécessite malgré tout des soins réguliers. Il doit avoir le pédicure ou le maréchal Ferrand pour s'occuper de ses sabots, le dentiste, être vacciné, être vermifugé. Enfin, il y a des soins réguliers et puis avoir de la visite, être brossé, être sorti. Enfin, voilà, c'est pas juste un animal qu'on met parce qu'on a un carré d'herbe à brouter et qu'on se dit tiens, je voudrais bien. C'est pas une tondeuse sur pattes, quoi. D'autant plus qu'il a quand même une longévité assez importante. Oui, un âne, ça peut vivre jusqu'à 40 ans. Donc effectivement, quand vous prenez un âne, vous en prenez quand même pour un paquet d'années. Et ça, c'est à prendre en compte. Parce que en 40 ans, il peut se passer des choses dans votre vie. Évidemment. Peut-être un autre conseil pratique. Donc vous disiez plutôt 2 ânes. Ils aiment bien être entre eux, en fait. Être mélangés à une autre espèce, c'est pas l'idéal. Les interactions sont moins bonnes, c'est-à-dire qu'ils parlent pas le même langage. Même entre un cheval et un âne, le langage n'est pas tout à fait le même. Alors avec une chèvre, un mouton ou une poule, on n'en parle même pas. Donc c'est comme si nous, on nous met un lapin, c'est bien, on aime bien, on peut faire des petites caresses, mais pour discuter le soir, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Sandrine Lemaire. Je rappelle que vous venez de publier un livre qui s'appelle « J'accueillerai bien un âne ». C'est aux éditions Terre Vivante. Un livre à lire en priorité, évidemment, avant de prendre 1, voire surtout 2 ânes à la maison. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition d'un âne, il y a beaucoup d'ânes dans les refuges à adopter. Il n'y a pas forcément besoin d'aller acheter un âne. C'est aussi une solution intelligente. Merci à vous, Sandrine. Je vous en prie, merci aussi. Allez, merci également à vous, très chers auditeurs de Sud Radio. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vos Animaux. Ciao à tous, bon week-end. Sud Radio, Vos Animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.